Je voudrais revenir 2 secondes sur le commissariat de la Courneuve, attaqué par des cocktails Molotov et des mortiers par plusieurs dizaines de jeunes. C'est fou, ça. Alors, c'est une scène de guérilla urbaine qui s'est déroulée hier soir. Une cinquantaine d'individus originaires de la Courneuve et d'Aubervilliers ont littéralement pris d'assaut le commissariat de police de la Courneuve à coups de pierres, de cocktails Molotov, de mortiers. Les policiers ont été débordés, ont demandé des renforts et très vite, évidemment, d'importantes forces de l'ordre sont arrivées à remettre de l'ordre. Mais pendant une demi-heure, ça a été une scène de guérilla urbaine. Tout ça en représailles. 4 jours auparavant, il y a deux jeunes sur un scooter qui avaient refusé d'obtempérer. Ils avaient pris la fuite, pourchassés par la police. Et il y a une voiture de la BAC qui a essayé de les coincer. Et il y a eu un accident et le scooter s'est encastré dans la voiture de police. Les policiers se défendent en disant qu'ils ont été obligés de se déporter pour un problème de priorité à droite qui n'était pas respecté. Il y a des images vidéo qui semblent leur donner raison. Mais la réponse de la banlieue, ça a été l'agression, l'attaque du commissariat de police de la Courneuve. Non, mais c'est fou. Qui a été planifié et organisé. Exactement. C'est fou parce qu'un commissariat... Planifié et organisé. Non, mais c'est fou. Maintenant, là, ils ont dû mettre le commissariat et maintenant, il y a une centaine d'effectifs qui viennent protéger le commissariat de police. Enfin, on marche sur la tête. Non, mais c'est fou. Dites-moi, il n'y a qu'en France où on attaque les commissariats? Comment? Il n'y a qu'en France où on attaque les commissariats? Écoutez, j'ai pas d'exemple à l'étranger. Jusqu'ici... Après on est tous... Dès qu'il y a un jeune qui meurt, on est bien sûr tous tristes. Et on pense à la famille, on pense... Bien sûr, je vous dis, et même, voilà, c'est toujours un drame. Voilà, et ces refus d'obtempérer et ces courses-poursuites à chaque fois... Mais il n'y a qu'en France où ça explose, les refus d'obtempérer. Hein. Plus 30% cette année. Les refus d'obtempérer dangereux, ils ont créé un nouveau truc, c'est plus 130% cette année. C'est fou. C'est la moi, mode j'ai envie de nationale. parler aux jeunes. Arrêtez, c'est pas très... Les chéris, arrêtez. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Franchement, vous mettez votre vie en danger. Ça nous tue de voir ce jeune qui s'est tué. C'est 18 ans, franchement. C'est une connerie de gamin et ça se termine par un drame. Non, je vous dis, ça me rend fou parce que ça me fait tellement de peine pour ce jeune et pour ses potes. Et je vous dis, alors bien sûr qu'on a tous de la peine, mais après, voilà, il faut arrêter les refus d'obtempérer en plus pour des petits délits. Excusez-moi, il va se passer quoi? On le dit ici. Faut peut-être aussi arrêter d'attaquer les commissariats. Exactement, bah oui, exactement. Mais c'est pour ça que je le dis. Arrêtez d'attaquer les commissariats. Il n'y a qu'en France on voit ça, les gars. Non mais sans déconner. C'est pour ça que je vous ai demandé dans quel pays on voit. Normalement, quand on arrive quelque part, moi je me rappelle parfois, vous visitez des appartements et les gens vous disent, l'agent immobilier vous dit, vous êtes tranquille, il y a un commissariat à côté. Maintenant tu te dis, il y a un commissariat à côté, attention, j'ai plus de chances de me faire attaquer que si j'étais loin du commissariat. Non mais les mecs, dans quel pays on attaque les commissariats? Je suis désolé. Excusez-moi, c'est un truc de fou. Alors, ce phénomène-là, il est très particulier. Il y a quelques événements sporadiques du même genre aux États-Unis et en Angleterre, mais de façon répétée comme ça, s'il y a c'est fou, malheureusement. Non, mais c'est fou maintenant de se dire, on peut attaquer un commissariat. C'est devenu, voilà. Et c'est un jeu presque avec la police. Sur 50 assaillants, il y en a simplement 9 qui ont été interpellés. Vous vous rendez compte? Donc il y en a 40 en liberté, même 41. Alors évidemment, c'est un drame. Comme vous l'avez dit, évidemment, on pense à ce jeune homme qui est mort. En revanche, où sont les parents dans ces cas-là? Il était quand même vachement tard. Il était minuit. Quand tu vois ton ça a duré 40 minutes. Ça a duré 40 minutes. Quand tu vois ton fils se barrer tout en noir. Tout en noir de chez toi, parce qu'ils étaient tous en noir. Ne dis rien. Alors, justement, je vous dis, c'est vrai que c'est complètement contre-productif d'avoir attaqué le commissariat. Voilà, je vous le dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça n'est pas bon. Gilles Vernet. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour reprendre votre question, il n'y a qu'en France qu'on attaque les commissariats. Et heureusement qu'on est en France, parce que sinon, dans d'autres pays, s'il se passait ça, il y aurait une réplique meurtrière. Il y aurait une réplique meurtrière, il faut le dire. Là, il y a eu 100 tirs de LBD. C'est incroyable. Il y a eu 100 tirs de LBD. Sang-froid des policiers, si je puis dire. Mais la même chose ailleurs, je t'explique, c'est un massacre. Ah, mais c'est un massacre. C'est des répliques à balles réelles. Donc, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. On va passer à un autre dossier. La famille d'Agnès Dupont de Ligonnès est sortie du silence. Quelles sont les nouvelles informations? Alors, les nouvelles informations, c'est que pour la première fois depuis les faits, c'est-à-dire depuis 2011, la famille d'Agnès, donc l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, est sortie du silence. Ces gens-là n'ont jamais parlé, n'ont jamais fait de confidence à qui que ce soit. Et là, ils réagissent à la surmédiatisation de l'affaire suite à la sortie du livre de Christine
la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, où ils disent clairement se désolidariser des propos tenus dans ce livre, sur l'ensemble du livre, parce que les théories de Christine Dupont de Ligonnès ne semblent pas très cohérentes, et la famille d'Agnès veulent vraiment se démarquer, et c'est pour ça qu'ils ont fait un communiqué pour... Donc ils disent quoi dans ce communiqué? Bon, en gros, ils disent il y a deux points d'ancrage. Ils contestent quand Christine dit « mon frère est vivant ». Oui. Et ils contestent également que les corps retrouvés sous la terrasse ne seraient pas les membres de la famille, donc la fameuse exfiltration pour les services secrets, enfin, toute cette histoire ahurissante et incroyable. Ils n'adhèrent absolument pas à cette théorie de Christine. Vous habillez en sportswear, vous, maintenant? Comme Curieuse Guillaume, méthode. Avec la montre assortie. Exactement. Alors là, je voudrais qu'on parle de cette affaire, parce que moi, cette affaire, elle m'a flingué le week-end, si j'ose dire, parce que cette histoire du père de famille tué devant son fils sur le parking d'un supermarché, vous allez écouter cette affaire. Moi, j'étais avec des potes, on était tous en toupie sur cette affaire, hein, sachez-le. Michel, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe à Honnête-le-Château, dans l'Aveyron. Samedi 16 mars, 19h, une famille va faire ses courses au magasin, je peux donner le nom? Oui. Super U. Ils sortent, il y a le père de famille qui a 45 ans, son épouse et son fils de 13 ans. Ils ont fait leurs courses, ils sont sur le parking. Et là, ils voient une camionnette qui conduit dangereusement, qui fait du rodéo sur le parking de ce Super U. Et le père de famille qui a eu une réflexion à l'endroit du conducteur en lui disant qu'il conduisait comme un dingue, qu'il ferait bien de se calmer, ce qui était, à mon sens, assez justifié. Et là, les choses ont complètement dérapé. Le conducteur, visiblement, qui avait bu, qui était en état d'ébriété, est sorti de sa camionnette, a sorti un couteau de son blouson, et il a poignardé à 5 reprises le père de famille. Il a poignardé également la femme qui a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, qui voulait défendre son mari. Enfin, en tout cas, elle était à côté. Et tout ça devant ce gosse de 13 ans qui, bien évidemment, est traumatisé. Et ensuite, le meurtrier, puisque malheureusement, le père de famille est décédé assez rapidement de ses blessures, le meurtrier est reparti avec sa camionnette. La police a été prévenue, évidemment, les recherches s'organisent, on a le modèle du véhicule, le signalement de l'individu. Ça me rend fou. Il y a eu un accident, il a tamponné 3-4 voitures qui étaient en stationnement, et finalement la BAC, un quart d'heure ou 20 minutes après, a réussi à le retrouver, l'interpeller et le placer en garde à vue. Alors on va revenir sur cette affaire dans un instant, parce que regardez, il y a la mère du suspect qui s'est exprimée, regardez. Je voulais juste dire à la famille... leur présenter mes condoléances. Je partage leur douleur. C'est vraiment un malheur horrible ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'excuse. Enlever la vie d'un être humain, ce n'est pas possible. Dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un qui est très généreux, très gentil, très drôle, il est blagueur, mais il avait un côté noir apparemment. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent se sortir de l'alcool, mais c'est un fléau. Et voilà la preuve. Alors, est-ce qu'on peut donner le prénom De l'auteur? Oui. Tout à fait, il s'appelle Bradley. Bradley, oui. Voilà. Bradley, il est connu des services de police. Bon, sa mère qui vient de s'exprimer, qui fait une sorte de mea culpa, mais il n'y a rien qui justifie le comportement de cet individu. Il a eu sans doute une enfance difficile. Oui, mais ses parents se sont séparés, il a sombré dans l'alcool. Oui, celui qui va avoir une enfance difficile maintenant, c'est le jeune homme de 13 ans. On est parfaitement d'accord, mais je résume ce que disait la mère. C'est un récidiviste. Hein. Et c'est un récidiviste. Il était connu défavorablement des services de police. Hein. Pourquoi Oui, drogue, alcool. Alors, il avait commis des délits, mais il consomme de la drogue. Il est très alcoolisé tout le temps. Et cette lame, qui est décrite comme impressionnante, il l'avait en permanence dans son fourgon. C'est-à-dire que c'est incroyable. Alors, il était revenu vivre chez sa mère récemment, mais il se promenait, il faisait des rodéos comme ça, urbains, avec cette lame dans son fourgon. Il est revenu vivre chez sa mère, mais sa mère était quand même sur le point de le foutre à la porte parce qu'elle n'en pouvait plus. Il est insupportable. Et il la harcelait pour lui demander de l'argent. Et excédée, elle a refusé. C'est ce jour-là d'ailleurs, hein, donc il devait être très énervé. Il avait picolé, et il faisait le con sur le parking avec sa camionnette. Il a une réflexion qui lui déplaît et on connaît la suite.
c'est juste effarant, quoi. Mais tout le monde a des couteaux maintenant. On a l'impression que tout le monde a des couteaux. Chaque fois qu'on a un fait divers, on entend il avait un couteau sur lui, il avait un couteau sur lui. Comme si c'était la nouvelle arme blanche, enfin la nouvelle arme à la mode. Mais ça, je pense malheureusement que ça c'est devient pas un vrai récent. sujet. Moi, j'aimerais bien connaître la présence d'armes blanches en France comme ça. Ouais, c'est impossible. Michel, il n'avait jamais fait de prison auparavant, malgré le fait qu'il était... Pas à ma connaissance. Il était connu des services de police, mais je n'ai pas le détail de son casier Ça ne va pas judiciaire. suffire pour faire de la prison, en tout cas. Enfin, maintenant, il y est. Il y a Bruno Pomar aussi qui réagit, hein, bien sûr, à tout ce qu'on dit. Voilà, et notamment sur le refus d'obtempérer. Voilà, donc merci Bruno, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein,